Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. La rue, la foule. À Gand, le marchand de cercueils. Le matin, 27 novembre 1913. Nous avons dit au chauffeur du taxi-auto « Promenez-nous pendant 1 heure ». Mais la nuit tombe déjà sur Gand, et nous ne voyons plus, noir sur un ciel vert et froid, que la silhouette, sans la couleur, des églises anciennes, des clochers, le zigzag régulier des pignons en escalier. Nous tournons autour d'une paire de tours poivrières couplées, qu'à leur proportion étrange, à leur énin d'ardoise démesurée, on croirait presque orientale. Nous tournons, tout petits, sous le flanc du géant château, mont géométrique aux cimes duquel brille encore un peu de tuiles neuves et le rapiessage blanc d'une réfection récente. Nous longeons une eau lourde, où nage mollement un serpent de feu rouge. Et la nuit se ferme, plus rien, il n'y a plus rien pour nous, que la rue déserte, les façades noires, les vitrines claires, celles-ci où les cigares et les cigarettes sont peut-être en chocolat. Et le tabac châtain, moulu en cassonade fine, plus rien pour nous étrangers que des magasins sans clients, chaussures, charcuterie enrubannées, et cette autre boutique-là, flambante derrière ses glaces bien essuyées, la plus belle boutique qui contient de quoi nous contenter tous, car on y trouve le chêne massif, clair ou foncé, le vernis moderne, les essences rares incrustées de cuivre et d'argent. Des meubles? Oui, si l'on veut. La porte est ouverte et laisse venir à nous la vivifiante odeur du bois neuf, de l'encaustique, du copeau frais. Nous pouvons choisir, pendant la demi-heure qui nous reste avant le départ du train, le plus solide, le plus élégant, le plus beau cercueil. Ils sont là, ouverts, illuminés, confortables. La large place des épaules y est bien marquée, puis la boîte se resserre pour les longues jambes prisonnières. On prépare, on étale ici les parures de la mort avec un faste espagnol. On ouvre tout grand, à la rue, le dernier lit rigide des hommes, et comme il rirait de notre petit frisson romantique, le calme vendeur de bière. Dans le jour, les enfants jouent contre la boutique, et j'invente leur probable dialogue, pendant qu'ils écrasent leur nez rose contre la vitre. Moi, je veux celui-là. Moi, c'est le beau jaune verni, avec des poignées comme une commode. C'est celui-là que j'aurai quand je serai grand. Les petites boutiques. Le matin, 25 décembre 1913. Rien de bien nouveau au boulevard, dans les petites boutiques. La pâte à chaussures règne, le bouton de faux col en nacre est à son poste, de même que l'indéfectible nougat et la carte de visite à la minute. Un bonbon américain vaut qu'on s'arrête le temps d'emplir puis de vider, à grosses bouchées légères, un cornet de maïs éclaté, roulé dans du miel chaud. Précieux, innocent bonbon qu'on fabrique sans manipulation. Le poisson rouge tourne, depuis 2 hivers, dans son bocal rond irisé, qui n'existe pas, bulle de verre créée par l'agiration d'un déchet de fer blanc. On achète tout de même, on badaude, mais il fait très froid. Les chaussures, le bas des jupes blanchissent de poussière sèche comme en plein été. Les femmes, les fillettes, montrent contre le froid une bravoure enragée. Il n'y a guère de pauvre diable mal vêtu qui ne soit, cet hiver plus couvert qu'une femme élégante. Robe courte, point de jupon, bas de mousseline et souliers décolletés. 3 doigts de fourrure au cou. Elle trotte ainsi, par 5 degrés sous zéro, et ne meurt pas. Tant mieux. Il y a, près de l'opéra, autour d'une baraque, un groupe attentif, où personne ne grelotte ni ne bat la semelle. Ce sont les joueurs de la roulette à 1 sou. On n'y gagne que des bonbons, des oranges. L'attrait du lot est nul, c'est le jeu qui compte. Le jeu dans toute sa beauté.
Les gens qui jouent là n'ont pas envie de gagner, ils ont envie de ne pas perdre. Un premier sou, un autre, encore un autre. Les deux soldats aux mains noires de froid, le gosse pâle, l'homme à moustache grise, les trottins bras dessus, bras dessous, tous ceux qui se sont arrêtés là deviennent soudain muets, patients, insensibles au gel. Ils suivent la ronde des secteurs colorés, le sautillement de la baleine souple, contre la barrière nickelée. Plusieurs ont une expression lointaine, obtuse et douce, de dormeurs qui ont gardé les yeux ouverts. Pendant le quart d'heure que nous avons passé là, le forain croupier encaissait très régulièrement 6 sous par minute. Le vent, le matin, 26 mars 1914. Il souffle en tempête et s'accompagne d'une musique allègre de vitres brisées, de portes claquantes, de ferrures secouées. L'ardoise s'envole et choit à plat comme une gifle sur le trottoir. 1000 petites catastrophes font un vacarme de fête. Une demi-fenêtre tombe de ma chambre dans le jardin, au bruit joyeux de ses verres éclatés, tandis que son rideau de tulle, arraché, s'enfuit comme une mouette. On en rit. On rit aussi de voir courir les chattes offensées, rebroussées, le vent aux trousses. Tout cela n'aurait pas l'air toujours tragique, ni même sérieux, si l'on n'entendait pas là-haut, plus haut que nos têtes et que nos toits, un ronflement vaste, qui semble celui de la houle, qui s'enfle et s'abat comme la vague, le ronflement libre et terrible du vent. Là-haut, le géant respire. En bas, des lutins méchants travaillent, crèvent la vitre, dispersent la cendre et houspillent les jupes. Un peuple courbé et furtif lutte dans les rues. On ne sait s'il faut s'égayer ou fuir. Cela est risible. Un chapeau qui roule, une pèlerine qui fait voile, mais devant une demi-maison abattue sur un boulevard extérieur, on s'amuse moins. Sur le pont Caulaincourt, un gros cheval de camion s'arrête tout à coup, effaré, buté devant le vent. « Peut-être qu'il le voit, dit une petite fille. Les femmes méritent qu'on les regarde. Je ne parle pas de celles que leur métier ou leur condition oblige à courir sous la bourrasque, tête baissée, la main au chapeau ou serrée dans le fichu de laine. Il y en a d'autres. Il y a celles qui, lisant les ravages du cyclone, disent « Mon Dieu !» et s'apitoient sur des champs dépouillés, tremblent pour les marins, et comprennent, imaginent ce que c'est qu'une tempête. Mais voici la tempête sur nous, justement. Encore qu'informées de sa souveraine présence, elles ne l'admettent pas, pas plus qu'elles n'ont, habillées d'une chemisette de tulle et chaussées de bas de mousseline, admis le froid de janvier. Je vois, tourbillonnant comme feuilles d'automne, les plus fragiles chapeaux, ces boas de fourrure qu'on jette négligemment au cou, sans agrafe ni ruban, les capes printanières qui claquent en drapeaux, les manchons et les sacs à main même, les détails de la mode grotesque qui n'a prévu ni la pluie, ni le vent, ni la marche, deviennent aujourd'hui odieux, et loin d'inspirer la pitié, la détresse des femmes prend toutes les apparences d'un châtiment. Que reste-t-il des moulins de rubans plantés au haut des chapeaux sans bord? Que reste-t-il des plumées et des huppes et des plateaux niniches? Collées contre les parapets des ponts, fuyantes le long des murs, affolées au milieu d'un carrefour, elles montrent l'indécence sans grâce des femmes qui n'ont plus de 2 sous. Et malgré les bas coûteux et la chaussure fantaisiste, cette pauvreté triste de l'étoffe noire, retroussée accrue sur une jambe noire, grise ou violette, sans un fil de dentelle, sans une ligne de linge ajouré. Avenue de la Grande Armée, je dépasse une jeune femme en tenue de visite, velours, renard noir et grand chapeau à aigrette. Le chapeau est sur l'épaule, le renard boit dans un petit lac. La jupe épouse étroitement une roue boueuse du tombereau. Et la jeune femme, échevelée, enragée, verse des larmes de jouvencelle aux mains des soudards en criant « C'est trop fort, oh, c'est trop fort !» toute prête à appeler un agent ou à déposer une plainte au commissariat.
détruit Passy. Le matin, 4 juin 1914. On détruit Passy, ce qui demeurait une province paisible, d'une bourgeoisie discrète, orgueilleuse de ses rues sans boutique et de ses jardins de riches, ce qui restait de pavillons Louis XVI, de villas Restauration, de chalets suisses bientôt centenaires, et dont les légers balcons de bois semblent s'étayer à des glycines, vivaces, à d'aventureuses vignes vierges, s'effondrent sous les pioches et les pics. Les démolisseurs ont la besogne facile. On sape un coin de balcon, une véranda vieillotte, et toute la bâtisse s'affaisse comme un soufflé sous la cuillère. Pour nous, voisins menacés, cela débute par des surprises charmantes. Derrière un pan de mur noir, derrière une maisonnette à croisillons, close et moisie, apparaît un jardin prisonnier, profond, un rond-point de tilleuls, ruine verdoyante d'un parc ancien, un bassin d'eau couronné de moucherons, la dalle bleue d'un cadran solaire, une vieille escarpolette à dossier. Ailleurs, les brèches ont démasqué une allée étroite qui divise en deux un jardin de curé, et les tombereaux écrasent des laitues, des poireaux et des rosiers, et branchent des poiriers en quenouilles, et délient, hélas, les bras généreux d'une treille qui porte des grappes déjà nouées. Les terrassiers mâchent des brins de seringa, et leurs chevaux pesants s'en vont, un iris à l'œillère. C'est un pillage assez gai, sur fond de murs éventrés, et livrant au jour le dessin grossier de leurs cellules irrégulières. Papier de tenture chocolat ou lit de vin, peinture d'un rouge funèbre, caissons de plâtre et statuettes stuquées, témoins d'une époque où le lait se faisait distinguer, et qui bannissait la couleur comme une inconvenance. La tragédie ne commence qu'au moment où l'on abat les charmilles, 24 heures, et le quinconce est un chantier. La tonnelle scalpée traîne sa chevelure dans les gravats. Le bosquet gît sous les cris des oiseaux sans abri. 24 heures pour ruiner l'œuvre vivante de 50 ou 100 années. L'arbre, le bel arbre ancien que l'on n'achète pas, l'arbre que le milliardaire ne peut ni créer, ni emporter, ni bâter, l'arbre âgé, luxe des sédentaires qui l'ont mérité en le regardant grandir. Sous les branches épanouies, on ne voit presque pas les bûcherons, mais le feuillage tout entier, à chaque coup de hache, tressaille brièvement, jusqu'au moment de la chute. Lorsqu'il est tombé, il demeure encore si frais, d'une verdure si raide et si nourrie de sève, qu'on ne sait pas qu'il est mort. Mais le jour d'après, au crépuscule, monte vers nous le parfum de la feuille meurtrie, qui penche et se ternit, cette odeur qui se lie à des souvenirs de fêtes d'été, d'arcs triomphaux, pavoisés et verdoyants. C'est le parfum même qui se levait sur les pas des barbares, dans les jardins ravagés de Salammbô. C'est le parfum qui faisait pleurer les paysans lorsque la chasse seigneuriale venait de passer sur la récolte juteuse et foulée. Autour des trous. Le matin, 18 juin 1914. Paris détrempé se met à fondre. La croûte fragile sur laquelle on installe avec une rapidité si séduisante gratte-ciel, halls de fer, banques étrangères aux façades massives, rails, blindages et autobus se désagrège, ô surprise, et montre ses bords minces, rongés comme ceux d'un morceau de sucre imbibé de café. Le Parisien lève les bras et s'écrie « C'est incroyable !» mot dans lequel il faut entendre plus de surprise que d'indignation, et qui prend à partie moins les ingénieurs désinvoltes ou les entrepreneurs cupides que Paris, Paris lui-même, en qui le Parisien a mis une si vieille confiance. Paris qui défaut comme une simple raison sociale. C'est incroyable, et de fait, il n'y croit pas. La foule afflue en essaim compact sur tous les points effondrés. Elle reguimbe au « Circulez, messieurs, dames, circulez !» comme à un propos purement vexatoire. « Quoi, c'est pas criminel d'à regarder un trou !» proteste un adolescent qui pèse sournoisement sur la corde d'un barrage près du printemps.
Il voit bien de sa place les bords du trou, et du bois en esquille, et des gravats que chaque secousse fait ruisseler doucement. Mais l'idée du danger immédiat, ne se lève pas plus en son esprit qu'en celui des curieux récalcitrants, debout sur les vagues de la rue Tronchet, et sur les vallonnements du boulevard Haussmann. Le spectacle de ce qui demeure inquiète davantage que l'aspect de ce qu'a détruit la catastrophe. La catastrophe, ce n'est jamais qu'un trou de plus. Ce sol soudain ondulé, ces rails rompus comme paille, ces longs travaux humains, compromis ou effacés, en 1 heure, c'est assez pour frapper d'inquiétude, de tristesse, de défiance, une population entière, mais une autre population. Celle-ci, sauvegardée par sa légèreté même, oublie, néglige déjà le dessous affreux de ses voies familières, les cataractes cachées, les voûtes tremblantes, l'égout rompu. Tout au plus se bouche-t-on les narines à côté de moi, quand le vent mou jette sur nous le souffle mortel qui monte de la crevasse. Odeur compliquée et grasse de l'égout, odeur froide de rats noyés, de gaz, de celliers moisis et de tombes argileuses. C'est peut-être à cause de cette odeur-là qu'un homme, près de moi, s'est mis à regarder avec des yeux énormes un point du trottoir à ses pieds, puis a fait 3 pas précipités, et il a sauté comme si une bête passait entre ses jambes, ou comme s'il sentait la terre bouger. Puis il a de nouveau fait un bond léger de somnambule, et il s'est enfui en courant sur la pointe extrême de ses pieds.